Bonjour Jules Corchet. Bonjour, Vous êtes le rédacteur en chef de ID Mag, le magazine des Ivoiriens démocrates. tout à fait. Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept du magazine? En fait, le magazine a été créé suite aux événements douloureux que la Côte d'Ivoire a vécu au mois d'avril. Pour rappeler un peu le contexte, c'est que suite aux élections présidentielles qui ont eu lieu dans ce pays, le président sortant, Laurent Gbagbo, qui à l'issue de ce scrutin voulait confisquer le pouvoir, et Alassane Ouattara, son opposant, qui lui s'est vu qui était le vainqueur de ces élections-là. Donc il y a une confrontation entre les deux camps. Et le pays était complètement divisé, il y a eu une crise armée qui s'est produite dans ce pays-là. Et le camp Gbagbo, qui avait tous les instruments du pouvoir, à un moment donné, avait interdit l'apparition des journaux de l'opposition pour mieux contrôler les informations et tout ça. Et donc la création de ce magazine venait pour relayer les informations qui ne pouvaient pas être faites sur place. Donc nous, à l'extérieur, on voulait donner une autre version de la crise, différente de celle qui était passée par le pouvoir en place. Donc des confrères et moi avons décidé que la seule solution d'apporter notre pierre à l'éclairage de la situation en Côte d'Ivoire, c'est de mettre un outil qui permettra aussi aux Ivoiriens de la diaspora, ou même au monde entier, de lire une autre version de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça qu'est né IDMag en fait. D'accord. Et combien de collaborateurs contribuent actuellement sur ID Mag? Nous sommes 3, dont moi le rédacteur en chef. On a Guy Koudou qui est le directeur de publication, et puis Arsène Sikaï qui est, si vous voulez, a été l'initiateur même du magazine. D'accord. Et quels échos avez-vous reçus de votre magazine? Au début, c'était pas évident parce qu'on nous taxait d'être partisans d'Alassane Ouattara, parce que vu que sur place, il n'y avait plus aucun média qui relayait les informations en dehors des chaînes de télévision ou de la presse internationale, relayait les informations venant du Golfe où était confiné Alassane Ouattara. Donc certains partisans de Laurent Gbagbo nous ont traités d'être partisans, de ne pas être objectifs, même si on n'est pas complètement objectif dans tout ce qu'on fait. Donc on a été taxé du camp d'Alassane Ouattara. Ça n'a pas été facile. On a eu des attaques de virus et tout ça, il a fallu gérer pas mal de problèmes. J'ai l'un de mes collaborateurs qui a été même menacé de mort parce que la crise était assez profonde. Donc on nous taxait de ne pas être très... de pas être patriote parce que la Côte d'Ivoire a été attaquée de l'étranger, des choses comme ça. Donc c'était pas évident, il fallait gérer toute cette pression-là. Mais dans l'ensemble, l'accueil a été très favorable dans la communauté ivoirienne. Parce qu'à la base, en fait, le magazine a été créé pour les Ivoiriens de l'étranger, en fait. Donc c'est pour cela que nous ne traitons pas d'informations de la sous-région ou quoi. C'est un magazine qui est spécifiquement lié à la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire connaît une période de transition suite à la chute de Laurent Gbagbo. Comment voyez-vous l'avenir de votre pays? Moi, je suis, de façon générale, un afro-optimiste. Parce que je pars du principe que rien sur cette terre ne reste en l'état indéfiniment. Il y aura toujours des changements. C'est le temps que les choses mettent à se mettre en place qui font qu'en tant qu'être humain, on est souvent impatient. Mais je suis convaincu que ce soit la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, ou même des points chauds dans le monde entier, les situations se mettront en place petit à petit. Mais c'est nous qui sommes impatients, c'est nous qui mettons trop de pression, vu qu'on veut le changement tout de suite et maintenant. Mais je suis optimiste, je suis un afro-optimiste. C'est vrai que dans nos pays, tout ce qui se passe dans nos pays, que ce soit dans le monde arabe ou le monde africain subsaharien, c'est des révolutions qui se mettent en place petit à petit. Mais nous avons le malheur du fait que tout ça se passe sous le regard des médias du monde entier, de la nouvelle technologie. Quand on prend l'exemple de l'Europe, ça fait 200 ans que l'Europe a traversé des histoires terribles. Mais cela se faisait
Je veux dire, il n'y a pas de médias, toute la nouvelle technologie d'aujourd'hui, donc Dieu seul sait le massacre qu'il y a eu ici. Mais le malheur de notre pays aujourd'hui, c'est que tout se fait sous la phase des médias et tout ça. Donc le moindre truc, c'est amplifié. Souvent même, c'est des trucs assez banals qui se passent dans ce pays-là. Mais c'est tellement amplifié qu'on a l'impression que l'Afrique est en train de s'écrouler au fil des années. Mais ce n'est pas le cas. Quand on fait le bilan, au fil des années, on se rend compte que les guerres civiles ne sont plus aussi répandues qu'elles étaient il y a une vingtaine d'années. Donc il faut savoir raison garder, tirer les leçons de ce qui s'est passé et puis entrevoir l'avenir. Parce que la jeunesse africaine aujourd'hui, dans l'ensemble, à moins de 30 ans quand on prend sur l'échelle des populations. Okay? C'est une jeunesse aujourd'hui qui est fréquenter des grandes écoles, a un savoir assez intéressant, mais qui malheureusement, pour des intérêts qu'elle ne maîtrise toujours pas, économiques, sociales et tout ça, quand une certaine élite s'installe au pouvoir et qui ne veut pas ouvrir les portes à cette jeunesse-là, à un moment donné, ça crée des frustrations et c'est ce qui emmène ces jeunes-là à un moment donné, soit à prendre les armes, soit à descendre dans la rue. Mais moi, je suis optimiste. Dans le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un président qui est arrivé qui, Dieu merci, a travaillé dans des hautes instances internationales, qui sait ce que c'est que la finance, le redressement d'un pays et tout ça. Et aujourd'hui, il s'appuie sur la jeunesse. Okay? Il tend la main à la jeunesse. Les élections législatives se sont passées hier. Elles sont passées dans un calme relatif. Les choses se sont bien passées. Et donc, ça, c'est un pas en avant. Le processus démocratique se met en place. Maintenant, le travail qu'il faut faire, comme je le dis souvent, c'est la pédagogie. Parce qu'il faut éduquer les plus petits. Il faut leur enseigner ce que c'est que la démocratie. Parce que dans nos États, c'est que quand il y a des élections et tout ça, les populations ne votent pas par rapport au programme de gouvernement d'un individu qui vient se présenter devant eux. Ils votent par rapport à l'ethnie. C'est-à-dire que si moi je suis du Nord et qu'il y a un candidat du Nord qui vient battre sa campagne, moi je vote parce qu'il est du Nord. Je ne vote pas par rapport à son programme de gouvernement. Et c'est ça qui est dangereux. Et comme ces populations, les politiciens savent que les populations sont analphabètes, ils jouent, moi je dis qu'ils jouent sur ça. Et ça c'est très 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 dangereux. Parce que si on savait, si les populations se mettent un tout petit peu dans la tête, que ce qui compte pour le pays, ce qui compte pour eux, ce n'est pas l'affiliation ethnique. C'est le programme qui doit diriger leur choix. Mais ça c'est de la pédagogie comme je dis. Ça c'est à nous aussi. C'est à nous aussi, médias, de mener ce combat-là. C'est pas évident parce qu'on a vite fait dans nos pays, comme je vous dis, de nous taxer d'être pro ceci, d'être pro cela. Mais cela dû au fait aussi que la plupart de la presse dans nos pays, les dirigeants de presse sont d'abord des militants de partis politiques. Et ça aussi, c'est un gros problème. Il faut aussi une vraie pédagogie dans ce sens-là parce que la plupart des journaux appartiennent aux leaders politiques. Il y a des conflits d'intérêts. Voilà, des conflits d'intérêts. Les gens ne sont pas objectifs dans ce qu'ils disent. Et donc, du coup, la population se sent complètement flouée. Aucune information n'est réellement basée sur les faits réels parce que c'est tout le temps tronqué pour faire plaisir aux responsables du parti. Et c'est ça aussi un gros problème. Mais je suis confiant que les années passant, les choses vont petit à petit se mettre à niveau et puis on en sortira. Quoi. Jules Corchet, on vous remercie pour ce témoignage. Je vous remercie. Et on vous souhaite une bonne continuation à votre magazine et aux Ivoiriens. Merci.